Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Le monde retient son souffle depuis que la Cour pénale internationale a publié un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, accusé de crimes de guerre envers des enfants notamment. Mais tant qu'il n'est pas sous les verrous, justice n'est pas rendue. Nous allons revenir sur la guerre en Ukraine ce soir et plus particulièrement sur les crimes de guerre commis par la Russie de Poutine. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Et pour ce faire, nous recevons, et nous avons le grand plaisir de recevoir Aude Merlin. Bonsoir Aude Merlin. Bonsoir. Vous êtes chargée de cours en sciences politiques, vous êtes membre du CEVIPOL, Centre d'études de la vie politique, et grande spécialiste de la Russie et du Caucase. Nous avons également François Fink. Bonsoir François. Bonsoir. Vous êtes chargé de plaidoyer au sein de la cellule Europe et internationale du Centre d'action laïque. Aude Merlin, on va replanter le décor parce qu'il est très important et certains d'ailleurs ont dit que la méconnaissance de Poutine, de ses aspirations, on disait même qu'il fallait lire Dostoïevski pour comprendre un peu la psychologie de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, on ne le fait pas assez. Quelle est l'approche historique qu'on peut faire de cette situation? Pourquoi Poutine a envahi l'Ukraine et avant cela bien d'autres États comme on le sait et on a laissé faire? Quelle est l'idéologie russe aujourd'hui? Alors, l'idéologie, si on prend ce mot-là, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une idéologie dans le régime politique russe actuel. Il y avait une idéologie très claire à l'époque soviétique, voilà, qui s'appuyait sur le marxisme-léninisme. La Russie post-soviétique, justement, a cherché de façon un petit peu erratique sur quel socle de valeurs s'appuyer. Dans les années 90, on avait affaire à une Russie qui se voulait démocratique, en tout cas au tout début des années 90, au début de la présidence, de la première présidence Boris Eltsine, mais très très vite, la parenthèse s'est refermée avec le discrédit de l'idée démocratique sur fond de tourmente sociale et économique, ce qui n'a pas du tout aidé la démocratie à s'ancrer en tant qu'idéal. Alors ensuite, il y a eu des tâtonnements avec des conseillers politiques, ce qu'on appelle les technologues politiques du Kremlin, qui sont passés à l'idée de démocratie souveraine pour dire à l'Occident, au fond, nous ne voulons pas du modèle des démocraties libérales, mais où on avait de moins en moins d'éléments démocratiques, avec des élections de plus en plus contrôlées, un débat de plus en plus absent, un pluralisme de plus en plus réduit, voire confisqué. Et puis, après 2012-2013, on a vu réellement, au niveau à la fois des lois adoptées et du discours du Kremlin, ce qu'on appelle le tournant conservateur, en fait, qui convoque la question des traditions, de la famille, qui fait une alliance très claire avec l'Église orthodoxe et qui donc envoie un message à l'Occident qui est de dire la Russie a sa propre voix. Alors moi, je ne parlerai pas de psychologie. Je pense qu'il faut, en tout cas dans mon métier, ça n'est pas mon métier, je travaille en sociologie politique, mais effectivement, sur le plan socio-historique, de montrer comment la sortie de l'Union soviétique et l'émergence de nouveaux États indépendants, au fond, était un rendez-vous possible d'une transition démocratique et que cette transition démocratique a totalement échoué en Russie. Et on est face aujourd'hui au constat d'un État autoritaire de plus en plus répressif, avec d'ailleurs certains chercheurs qui évoquent en fait, la possibilité d'appliquer le terme de fascisme ou de totalitarisme à ce qui se passe. Alors, je ne les utilise pas parce que je pense que nous sommes dans un entre-deux, entre l'autoritarisme et une pente qui pourrait aller vers la fascisation ou le totalitarisme. Mais en tout cas, on est dans un autoritarisme très répressif. Et pourquoi est-ce que la Russie a envahi l'Ukraine ? C'est une guerre d'agression, une guerre impérialiste et une guerre, au fond, qui montre que le Kremlin ne veut pas d'un État voisin issu de l'Union soviétique qui se démocratiserait et qui se rapprocherait des valeurs européennes et des valeurs occidentales. Il y a aussi la question stratégique et la question de sécurité, mais on le voit, ce qui fait peur au Kremlin à la base, et on le voit au travers des différentes révolutions démocratiques qui ont eu lieu en Ukraine, à savoir 2004 et 2013, ces révolutions démocratiques sont un cauchemar pour le régime politique à Moscou, qui justement ne veut surtout pas que les citoyens russes se mobilisent et expriment un projet démocratique pour la Russie elle-même. Donc on peut dire que le Kremlin, plutôt que d'avoir un souvenir de la grandeur de la Russie et une envie de retrouver cette grandeur-là, serait plutôt en train de combattre l'Occident et nos valeurs démocratiques. C'est une guerre contre les valeurs de l'Occident, vous pensez ?
C'est-à-dire qu'il y a une référence effectivement à l'histoire russe et notamment à l'histoire tsariste. Vladimir Poutine ne s'en cache pas. Il convoque aussi la Deuxième Guerre mondiale et la victoire soviétique sur le fascisme allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a effectivement une question de système politique et de lutte de modèle et accessoirement, effectivement, le fait de remettre au centre la question de la grandeur russe. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui a été perçu en Russie dans les années 90 a été marqué par le terme de la perte pour une partie de la société russe et des élites russes, c'est-à-dire au fond l'Union soviétique n'existait plus et la Russie devait s'auto-définir et comprendre qui elle était. Et en fait, il y a une panne de projet, il y a une panne de modèle. Donc venir convoquer l'Occident collectif aujourd'hui, il y a une dimension rhétorique, mais il est vrai que les Ukrainiens résistants et les Occidentaux soutenant cette résistance ukrainienne, ce qui est tout à fait légal et licite, enfin on le voit dans la Charte des Nations Unies, un État qui se fait agresser peut bénéficier d'un soutien. Effectivement, M. Poutine maintenant utilise de façon extrêmement fréquente la référence à l'Occident collectif, mais en présentant un tableau qui serait une Russie agressée par l'Occident collectif. Et donc présente la Russie comme victime alors que ce sont les autorités russes et c'est l'armée russe qui a envahi. Vous pensez qu'on a trop laissé faire d'aucuns disent que Vladimir Poutine aurait changé, mais d'autres disent non, pas du tout, c'est son dessein depuis longtemps. Il n'a pas changé ces dernières années, on a laissé faire en Tchétchénie, en Crimée, et c'était une erreur de l'Europe et de l'Occident ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup d'auto-aveuglement, malgré les travaux des chercheurs. Enfin, moi, pour avoir travaillé en Tchétchénie de façon très régulière, répétée, être allé sur place, avoir documenté, publié, avoir participé également à des missions d'ONG, de défense des droits humains, d'ONG humanitaires, avoir travaillé avec des journalistes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement parfois le surplomb de la réelle politique, la volonté, au fond, le refus d'écouter parce que la Russie reste malgré tout une puissance au regard de l'arme nucléaire, au regard du siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, au regard de ce comptoir d'hydrocarbures qui vend son gaz et son pétrole. Et effectivement, et au fil des années, moi je l'ai toujours dit en temps réel au fond, donc je pense que voilà, à chaque fois j'essaie de documenter le plus précisément possible, sans jamais non plus abdiquer d'une volonté de rigueur. C'est-à-dire, effectivement, la Russie n'est pas la Corée du Nord et n'était pas la Corée du Nord, mais il était fondamental, et nous avons essayé de le faire, en tout cas dans nos travaux de recherche, d'essayer d'expliquer les ressorts, les dynamiques à l'œuvre et les mécanismes. Alors après, il est sûr que sans vouloir personnaliser cette histoire dans la figure de Vladimir Poutine, parce que cela aurait pu être un autre à sa place, mais en termes systémiques, le durcissement est là depuis des années et il est décrit par de très nombreux politistes. Et effectivement, face à la Tchétchénie, malgré certaines voix courageuses, il y en a eu quelques-unes au Parlement européen, il y en a eu quelques-unes au Conseil de l'Europe, à la PCE, ou bien sûr au Commissariat des droits humains des Nations Unies. Mais sinon, les exécutifs ont toujours fini par faire passer par pertes et profits le sort des Tchétchènes au nom d'une collaboration avec Moscou et de ce qui était présenté comme la raison. Or, le problème, c'est que quand on ferme les yeux sur des crimes massifs qui sont en train de se perpétrer à ciel ouvert et qu'on en a connaissance et ne pas témoigner, ça devient une complicité. Et moi, je rappelle que Andreï Sakharov, qui est d'ailleurs docteur honoris causa de l'ULB, qui a été prix Nobel de la paix, avait dit et ne cessait de répéter qu'un État qui viole massivement les droits humains en son sein finit par devenir une menace pour la paix et la sécurité internationale. Et Mémorial, et notamment Alexandre Tcherkassov, qui dirigeait le Centre des droits humains Mémorial et qui est venu très fréquemment à Bruxelles, rencontrer les élites ou à la Commission européenne, rencontrer des interlocuteurs européens, n'a cessé de répéter cette phrase. Et très souvent, on lui répondait oui, mais alors voilà, il y a la modernisation que propose Dmitri Medvedev, le renouvellement des relations Union européenne-Russie, en voulant toujours croire, sous d'une forme de wishful thinking, que quelque chose était possible. Et ce qui a fait que ce soit la Tchétchénie ou ensuite l'annexion de la Crimée,
peu nombreuses, ont été les voix qui, en termes de traduction politique, je ne parle pas de témoignages et de rapports d'ONG de droits humains qui ont parfaitement fait leur travail, mais je parle de traduction politique. La prise de conscience ne s'est pas faite. Oui, notamment André Glucksmann, le père de Raphaël Glucksmann, que nous recevions il y a quelques semaines ici dans cette émission, avait aussi prévenu que voilà, cette invasion de la Tchétchénie était très dangereuse. Vous dites aussi que alors, ce n'est pas l'homme Poutine dont il faut se méfier, parce parfois on se dit, bah, voilà, si Poutine perd le pouvoir, tout va changer. Non, c'est systémique au sein du Kremlin. C'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est sûr que la personne qui est devenue président de la Fédération de Russie en 2000 et qui depuis n'a jamais quitté le pouvoir, avec juste cette interlude comme Premier ministre, mais il est resté au pouvoir, c'est quelqu'un qui a été blanchi sous le harnais des services de sécurité soviétiques. Il émane du KGB, il a un tropisme très situé, il a un rapport à la vie humaine qui est d'un mépris absolu, et on l'a vu même avant la relance de la guerre de Tchétchénie ou pendant, au moment du cours, ce qu'on l'a vu avec les explosions qui ont tué des civils russes en 1999 et qui n'ont jamais fait l'objet d'une enquête indépendante aboutie parce que les personnes qui ont tenté de le faire ne sont plus de ce monde. Donc il y a effectivement une dimension biographique et de socialisation qui marque le personnage et qui, bien évidemment, a précipité l'augmentation, au fond, de la part des structures de force au sein de l'organigramme du pouvoir russe. Et là, on peut effectivement isoler cette variable en disant Vladimir Poutine est un homme qui vient des services secrets et qui a cette pratique et cette forme de socialisation et ce modèle de gouvernance. Après, il n'est pas seul en Russie. C'est-à-dire qu'on a effectivement de nombreux corps institués, que ce soit au sein du Kremlin, au sein duquel d'ailleurs il y a eu des débats et une forme du débat binaire en fait, puisqu'on a aussi parlé des libéraux, ce qu'on appelle les libéraux, qui, y compris au sein du Kremlin, pendant un certain temps, ont exprimé un projet pour la Russie, et notamment en s'appuyant sur la question de l'économie de marché, mais tout ça sur fond d'une prédation, en fait, par quelques figures politiques qu'on ne peut même pas forcément appeler des oligarques, parce que c'est une verticale à la fois politique et économique, mais qui, de fait, ont acté la consanguinité entre pouvoir politique et pouvoir économique, et ce contrôle autoritaire. C'est-à-dire quelqu'un qui était libéral, économique, mais qui n'était pas pour cette verticale du pouvoir et cette dérive autoritaire, se faisait évincer. Oui. Et donc, il faut regarder le système, parce que et ce qui va advenir, parce que nous sommes tous mortels, Monsieur Poutine venait à décéder, voilà, la nature fait que nous décédons tous, eh bien ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, une démocratie va fleurir en Russie. Ça veut dire qu'en fait, il faut avoir la capacité à regarder comment les ressorts de ce régime s'appuient sur ce que d'ailleurs Gilles Favarel-Garrigue montre très bien dans son dernier livre, sur la verticale de la peur, et que le système de loyauté inscrit de nombreuses élites intermédiaires dans cette verticale de la peur. Alors après, il y a aussi de très nombreux ferments de démocratisation de la Russie. Hier, avant-hier, avait lieu à Bruxelles, au Parlement européen, une très grande réunion avec des opposants russes, avec beaucoup d'idées, d'échanges, etc. Et donc, il y a des personnes qui préparent la Russie de demain et la Russie de l'après, alors ce que eux espèrent être l'après-défaite de la Russie et l'après-victoire ukrainienne, pour construire la démocratie en Russie. Ce sera un chantier très compliqué, mais il y a des forces vives et des démocrates russes qui travaillent en exil, qui réfléchissent, qui se réunissent, qui adoptent des résolutions et qui pensent qu'il y a une démocratisation possible de la Russie, ce qui résoudrait cette question d'empire et de compulsion de répétition, où la violence devient en fait le curseur principal de la Russie sur la scène internationale et interne. Pour autant, François Fink, effectivement, aujourd'hui, Vladimir Poutine en tant que personne fait l'objet de mandats d'arrêt pour crimes de guerre. Alors, à quoi servent ces mandats d'arrêt et ces poursuites? Comment est-ce qu'on les établit? Qui les établit? Quelles sont les enquêtes qui mènent à cela? Et que risque Vladimir Poutine, au fond? Vladimir Poutine, comme vous l'avez mentionné, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour l'enlèvement d'enfants, la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Crime qui serait constitutif d'un crime de guerre, voire un élément constitutif du crime de génocide. On peut y revenir plus tard.
Donc il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ce qui veut dire que s'il met le pied sur le territoire d'un État signataire du statut de la Cour pénale internationale, il devra être arrêté. Alors, rappelez ce qui fait bouger un peu les lignes aujourd'hui, ce rendez-vous au mois d'août en Afrique du Sud. C'est cela, il est attendu au mois d'août en Afrique du Sud pour un sommet des BRICS, donc un groupe de pays, de grands pays émergents. Le pouvoir sud-africain n'a aucune envie surtout de l'arrêter s'il devait se manifester, mais il sera sous une énorme pression de le faire. Donc on verra si Poutine va prendre le risque d'aller en Afrique du Sud ou pas. Je ne pense pas qu'il... Enfin, c'est peu probable qu'il prenne ce risque tout de même. Mais en tout cas, il doit être arrêté dans un grand nombre de pays. Autrement, ce qu'il risque, tant qu'il reste en Russie, au Kremlin, dans ses résidences, il ne reste pas grand-chose de la justice internationale directement. Mais c'est un geste fort de poser ces mandats d'arrêt, en tout cas par la Cour internationale. C'est un geste très fort. C'est un geste très fort de poser ce mandat d'arrêt. C'est un geste très fort de poser ce mandat d'arrêt contre un chef d'État en exercice, ce qui reste quand même extrêmement rare, et contre le chef d'État d'une des plus grandes puissances mondiales qui pensait vraiment pouvoir envahir un pays voisin en toute impunité. Donc effectivement, c'est un geste très fort. Après, pour l'instant, ce mandat d'arrêt ne concerne que certains faits, qui sont la déportation d'enfants. Alors, ce sont des faits très graves et très importants, mais il y a tout un ensemble d'autres faits, bien entendu, notamment le crime d'agression, d'autres crimes de guerre, crimes contre l'humanité, contre lesquels il n'y a pas encore de mandat d'arrêt. Alors, la Cour pénale internationale travaille lentement, elle doit rassembler des preuves. Il n'est pas exclu qu'elle élargisse son investigation à d'autres faits visant Vladimir Poutine. Mais cela est encore à voir. Donc la Cour pénale internationale est saisie de l'ensemble des crimes qui ont été commis en Ukraine, mais elle ne va pas être la seule qui va mener des enquêtes ou qui mène déjà des enquêtes ou qui va pouvoir juger des personnes accusées de crimes internationaux. Notamment d'autres forums de poursuite. Et d'abord, c'est l'Ukraine elle-même. Qui a parfaitement le droit de le faire, de juger des crimes commis sur son territoire. Ça n'a pas besoin pour cela Enfin, c'est en tout cas parfaitement normal. Donc c'est un État fonctionnel qui a un système judiciaire et des soldats russes accusés de crimes de guerre ont déjà été jugés en Ukraine. Là, évidemment, la difficulté est de mettre la main sur les soldats concrètement accusés de crimes de guerre et de les juger. Toujours le problème est plutôt pratique. Et ensuite, il y a tout un ensemble d'États, notamment des États européens, qui ont lancé des investigations et qui sont surtout maintenant au stade de la collecte de preuves et du fait de stocker les preuves qui pourraient servir à un procès plus tard contre différentes personnes responsables de crimes de guerre, que ce soit l'exécutant sur le terrain ou des officiers supérieurs, etc. Et donc là, c'est fait par coordonné largement par l'Agence européenne pour la justice, donc Eurojust, qui dépend de l'Union européenne, c'est une agence de l'Union européenne, qui coordonne des activités d'enquête, d'établissement de preuves, en coopération avec des autorités de certains États membres de l'Union européenne et avec des autorités ukrainiennes. Un des projets les plus innovateurs là-dedans, c'est le CICED, selon l'acronyme anglais, donc le Core International Crime Evidence Database, donc une base de données sur les preuves de crimes internationaux. Qui sont commis actuellement, qui sont encore commis actuellement en Ukraine. Comment est-ce qu'on définit un crime de guerre ? Est-ce qu'il y a des experts autour d'une table qui disent, à partir de cette limite de dignité humaine, on peut estimer, on grave dans le marbre que c'est un crime de guerre ? Alors les crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide sont définis en droit international. Donc il y a des définitions claires, notamment dans le statut de la Cour pénale internationale, sur ce qui est constitutif de tel ou tel crime. Il y a toute une jurisprudence aussi qui existe, ce n'est pas la première fois qu'on poursuit des crimes de guerre. Il y a la jurisprudence du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, tribunal pénal pour le Rwanda, déjà aussi la jurisprudence de la Cour pénale internationale. Donc on n'est pas dans un vide, absolument pas. Il y a un droit international qui est là, qui est clair, et il y a des précédents
Donc il y a cet ensemble de faits. Donc pour la distinction entre les différents types de crimes, on a d'abord les crimes de guerre, qui sont toutes les violations du droit et des coutumes de la guerre. Donc on a les conventions de Genève qui fixent des règles, des normes, des lois que doivent suivre les forces armées pendant un conflit. Et un crime de guerre sera une violation de ces normes par des soldats sur le terrain. Donc ça peut être fait de manière spontanée par un soldat. Il n'y a pas besoin d'avoir un ordre d'un supérieur, ce sera un crime de guerre. Ensuite, crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, c'est une attaque générale et qui a un certain niveau de gravité contre la population civile. Le crime contre l'humanité suppose qu'il y a une organisation délibérée derrière, une volonté politique. Ce ne sont pas des faits isolés commis par des soldats sur le terrain, mais il y a une volonté politique derrière. Et ensuite, le crime de génocide, qui est défini comme un certain nombre de faits, notamment des meurtres de masse, mais aussi la déportation d'enfants, justement. C'est pour ça que je reviens, ça peut être un élément constitutif du crime de génocide. La déportation d'enfants et le transfert d'enfants d'un groupe national vers un autre groupe national dans le but de les assimiler dans ce nouveau groupe national. Le crime de génocide, la spécificité est qu'il doit y avoir une volonté. Il faut prouver cette volonté de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique ou religieux en particulier. Donc il y a des débats pour savoir si les actions de la Russie maintenant contre les Ukrainiens sont constitutives de génocide, mais selon un certain nombre d'experts, c'est tout à fait le cas, car on a une volonté de détruire les Ukrainiens en tant que tels, pas forcément détruire physiquement tous les Ukrainiens, mais d'assimiler les Ukrainiens qui peuvent être assimilables à la Russie et d'assassiner ou de déporter ceux qui se déclarent ukrainiens, qui tiennent à conserver leur propre identité nationale. Donc il y a donc il y a quotidiennement à la télévision, dans les médias d'État russes, une propagande haineuse qui vise à, par exemple, encore il y a quelques jours, on a parlé d'apporter une solution finale à la question ukrainienne. Ce sont des donc ce genre de langage est absolument courant et quotidien. Donc on a ici tout un lexique, tout un lexique qui est clairement génocidaire, et des faits sur le terrain qui sont notamment le fait de vouloir les crimes de guerre, les bombardements de villes. Pendant l'hiver, les bombardements contre le réseau électrique pour rendre la vie impossible, insupportable à la population. Donc il y a cette volonté de nier. Donc aussi, ce qui est très, très clair, c'est cette volonté de nier l'existence, cette négation qui est très claire, d'ailleurs chez Vladimir Poutine aussi, négation d'existence d'un peuple ukrainien séparé, d'une culture, d'un peuple ukrainien séparé de la Russie. Oui. Vladimir Poutine a, en 2021, publié un essai historique qui est passé à peu près, enfin pseudo-historique, qui se voulait historique, qui est passé malheureusement à peu près inaperçu en dehors de certains spécialistes, dans lequel il a expliqué un petit peu sa vision des choses, et pour lui, il n'y a pas de peuple ukrainien indépendant. Les Ukrainiens sont en réalité des Russes qui s'ignorent. Ça aurait ouvert les yeux à plusieurs experts s'il avait lu cet essai. Tout à fait. Il y a une journaliste, Anne Applebaum, qui, je me souviens en juillet, peu de temps après, a tweeté sur cet essai, a dit « c'est un appel au génocide ». En disant clairement, il y a cette négation de l'existence d'un peuple ukrainien. En quoi est-ce que cette guerre en Ukraine fait progresser ? Certains disent qu'elle fera progresser la justice internationale d'une façon inédite sur les crimes de guerre, justement. On est passé à un nouveau niveau d'évolution. Oui, alors ce qui est spécifique, disons, c'est à ce conflit en Ukraine, c'est que les poursuites sont vraiment déjà lancées pendant que le conflit a encore lieu. Effectivement, on est aussi à un niveau beaucoup plus important si vous voulez, au niveau de la capacité à documenter ces crimes. Donc, oui, à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est vraiment notre dimension. Bon, c'est au niveau de l'ampleur et au niveau de l'actualité, du fait qu'on documente quasiment en temps réel certains crimes qui ont lieu.
sans doute pas tous, hein, on ne sait pas tout ce qui s'est passé dans les territoires ou ce qui se passe encore dans les territoires occupés par la Russie, mais effectivement, ça c'est quelque chose qui est assez inédit, le fait, enfin à ma connaissance, le fait qu'on puisse documenter de manière aussi immédiate, parfois, des crimes. Qu'est-ce que Vladimir Poutine en pense? Est-ce que ça fait bouger Vladimir Poutine? En tout cas, est-ce qu'on sait sa crainte ou pas? Est-ce qu'il s'assoit sur ces règles de justice internationale? Oui, alors on a vu qu'il s'asseyait déjà entièrement sous les règles du droit international et de justice internationale. Oui, après, sa crainte... Que peut-on attendre? Je ne suis pas du tout spécialiste du Kremlin, mais je pense qu'il a plus peur d'être empoisonné ou éliminé par un de ses amis du Kremlin que d'être envoyé à la haie. Que peut-on, Aude Merlin, en attendre de cette justice internationale que François vient de nous détailler, et quel est l'avenir presque en conclusion de cette émission? Alors c'est évidemment toujours difficile de prévoir l'avenir, mais que se passera-t-il si l'Ukraine vient à tomber entre les mains de Vladimir Poutine pour nos démocraties, notre Europe, l'Occident? Alors, c'est vrai que je n'ai pas du tout coutume de parler de l'avenir au futur de l'indicatif, parce que ce n'est pas mon métier, mais simplement, là, je crois qu'on est dans un moment crucial. C'est-à-dire qu'au fond, et là je parle en tant que citoyenne, mais ne pas soutenir donc, un peuple qui résiste à une agression, c'est envoyer un message très clair. C'est-à-dire, comme le disait mon collègue, M. Poutine s'assied sur les règles du droit international élémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas intégré le fait qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, 15 nouveaux États indépendants avaient émergé sur la scène internationale et avaient été reconnus. Et d'ailleurs que la Russie elle-même a reconnu les 14 autres issus de l'effondrement, qui eux-mêmes ont reconnu la Russie. Enfin, donc il y a eu des reconnaissances bilatérales des États post-soviétiques les uns par les autres. Mais au Kremlin, on continue à percevoir l'Ukraine comme s'il s'agissait d'un territoire interne. Et ce qui d'ailleurs, du coup, effectivement, va avec le fait de massacrer de façon massive, avec les agissements, les modus operandi et la perpétration des violences massives et des exactions. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut attendre? Eh bien, si l'Ukraine tombait entre les mains de la Russie, ce serait un déshonneur majeur et collectif pour les démocraties, pour l'Union européenne et pour tous ceux qui croient à l'autodétermination des peuples et à la légitimité de pouvoir construire une démocratie. La démocratie ukrainienne est très imparfaite, bien évidemment. Aucune démocratie d'ailleurs n'étant parfaite, mais il y a du jeu politique, il y a du pluralisme, il y a une société qui demande des comptes à ses dirigeants, il y a une alternance électorale. Et donc, en fait, laisser un État détenteur de l'arme nucléaire, en envahir un autre et l'absorber, ce serait plus qu'un déshonneur, ce serait vraiment une faute majeure et un signal également envoyé à la Chine et au fond envoyé au fort et au droit de la force contre la force du droit. Donc ce serait absolument dramatique. Donc François Fink, vous êtes d'accord avec Aude Merlin, même si Vladimir oui, Poutine s'assoit sur les règles internationales, ces mandats d'arrêt de la Cour internationale de justice sont éminemment importants. Oui, bien sûr, ils sont très importants. C'est le signe que la communauté internationale réagit, n'est pas indifférente à ce qui se passe, bien entendu. D'un point de vue... non, ces mandats sont extrêmement importants, je dirais même plus, qui doivent être élargis, notamment par exemple au crime d'agression. Alors le crime d'agression, pour des raisons juridiques, je vais pas entrer dans les détails, c'est plus compliqué à poursuivre, mais le crime d'agression, c'est quoi? C'est le fait d'avoir déclenché simplement cette guerre. C'est un crime en droit international également. Qui est plus difficile à poursuivre pour des raisons techniques et juridiques, mais c'est clairement aussi un crime international. Donc Vladimir Poutine, mais également d'autres dirigeants, comme le chef d'état-major des armées, des personnages haut placés, devraient être poursuivis pour le crime d'agression. Merci à vous pour cet éclairage important. On se donne peut-être rendez-vous dans quelques mois pour voir si M. Poutine se rendrait en Afrique du Sud ou pas et comment évoluent tous ces mandats d'arrêt contre lui. Merci Aude Merlin d'avoir été là ce soir avec nous. Merci à vous. Merci François Fink. Merci à vous deux pour cet éclairage. Merci à tous ceux qui ont choisi de nous écouter ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonsoir.